Face à une situation inédite comme celle du coronavirus, les décideurs sont-ils coupables d'impréparation? Alors il était assez certain que face à l'épidémie du coronavirus, nous allions chercher à identifier des gens qui l'avaient prédit, car le paradigme prédictif nous obsède. Et ça n'a pas raté, certains ont ressorti un rapport de la CIA d'il y a quelques années qui contient une double page évoquant le risque d'une pandémie. D'autres, une vidéo de Bill Gates, fondateur de Microsoft, avertissant lui aussi sur ce risque. Nul doute qu'on nous ressortira bientôt une petite grand-mère du Luberon qui, elle aussi, évoquait depuis un moment une pandémie à venir et qu'elle fera la une du 20h de TF. Conclusion des commentateurs, l'épidémie était prévue, les gouvernements ont été prévenus et ils n'ont rien fait. Malheureusement, l'histoire ne tient pas à la fois parce qu'une épidémie relève de l'incertitude, elle n'est donc pas prédictible, mais aussi parce que la recherche de quelqu'un ayant prédit avec succès un événement traduit un biais rétrospectif. Mais surtout, elle ignore une difficulté de prise de décision en incertitude. Alors le biais rétrospectif, nous passons notre vie à faire des prévisions. Chaque jour, un déluge de prévisions plus ou moins sérieux est produit dans le monde sur à peu près tout et n'importe quoi. Et puis un jour, un événement se produit. On se tourne alors vers le passé et on s'étonne de trouver quelqu'un, quelque part, qui l'avait prédit. Quel génie, quelle prémonition! Qui est-il ou qui est-elle? Quels sont ses réseaux? Quel est son secret? Mais il s'agit bien sûr donc d'un biais rétrospectif. Nous oublions toutes les fausses prévisions faites à longueur d'année pour filtrer rétrospectivement celles qui correspondent à ce qui s'est passé et nous nous convainquons qu'il s'agissait d'une prévision exacte. Et c'est oublier que même une horloge arrêtée indique l'heure correcte 2 fois par jour. Il y a également un biais du spécialiste. Alors, Bill Gates s'investit de façon très importante dans la santé publique au travers de sa fondation. Il est normal qu'il annonce des épidémies car c'est le sujet sur lequel il travaille. Mais les épidémies n'ont rien de nouveau. Elles existent depuis la nuit des temps. Rappelons une nouvelle fois que la peste a tué au moins 1/3 de la population européenne aux alentours de 1348 et que la grippe asiatique de 1956 a fait environ 2 millions de victimes. Il est donc normal que quelqu'un qui travaille sur les épidémies soit sensible à ce risque, comme il est normal qu'un pompier annonce des incendies et un policier des crimes. Est-ce pour autant une prédiction? Non. Une prédiction consisterait à décrire à l'avance ce qui va se passer et quand, ce que n'a pas du tout fait Bill Gates, pour la simple raison que c'est impossible. Évoquer une possibilité, un risque que quelque chose de l'ordre du possible se produise n'est pas inutile, bien au contraire. Donc l'important dans le rôle d'un expert, pour reprendre les termes du chercheur Paul Saffo, c'est en effet de définir ce qu'il appelle un cône d'incertitude, c'est-à-dire de délimiter le domaine du possible, même relativement large, et de fournir sur cette base au décideur ce qu'il a besoin de savoir pour agir de façon sensée dans le présent. Alors la production de prévisions est un jeu très politique. La production de prévisions n'est pas seulement le fait d'experts inquiets pour leur domaine de spécialité. Elle sert également des intérêts très spécifiques, notamment des organes gouvernementaux et des agences publiques. La hantise d'une agence gouvernementale est en effet qu'on puisse lui reprocher de ne pas avoir prévenu le décideur d'un risque possible. Et donc, ceinture et bretelles, on fait bien attention à ce que tout risque possible soit transmis aux décideurs, qui se trouvent donc sous un déluge de prévisions. C'est pour ça que l'analyse de rapports d'organisation comme la CIA est toujours intéressante quand on regarde la façon dont ils essayent de se couvrir, notamment avec la technique bien décrite des notes de bas de page. On envisage un scénario dans le texte et on met une note de bas de page pour dire qu'un scénario contraire est également possible. Et comme ça, quoi qu'il arrive, on est couvert, quelle que soit l'évolution de la situation. De même, un exercice très prisé chez les économistes, par exemple, est de prédire la prochaine crise. Alors comme il finit toujours par y avoir une crise, d'une façon ou d'une autre, il y a un vrai avantage à se positionner de la sorte pour bénéficier de la rente octroyée à celui qui aura, je cite, « vu juste ».
Que la crise soit rarement due à ce qu'avait annoncé le dit expert n'a guère d'importance. Mais ça va plus loin. Le sociologue Gerald Bronner montre aussi que des comptes Twitter sont utilisés pour produire des fake news en très grand nombre dans un but bien précis. Alors techniquement, on peut aujourd'hui en effet faire automatiquement des variations très nombreuses autour d'un attentat imaginé. On peut dire par exemple, avec un tweet, fusillade à la gare Saint-Lazare, 15 morts. Un autre tweet, fusillade à la gare Saint-Lazare, 135 morts. Bombe à la gare Saint-Lazare, 15 morts, etc. On peut, chaque heure qui passe, produire 10 000, 100 000 variations autour du concept. On fait varier le lieu, la nature de l'attentat, le nombre de morts, le mode, etc. Alors évidemment, 99,9999999% de ces tweets seront perdus, car rien de tel ne se passera, bien sûr. Mais leur nombre est tel qu'un jour, un événement correspondra très probablement à l'un d'entre ces millions de tweets. Et on pourra alors dire « quelqu'un l'avait prévu ». Ou pire encore, on nous cache quelque chose. On décoche des milliers de flèches en espérant que l'une atteigne sa cible. Alors face à cela, le décideur est confronté à un dilemme. On pourra toujours lui reprocher de ne pas avoir agi malgré les avertissements des experts. C'est ce que les anglo-saxons appellent le Warner-Warney problem, évoqué notamment dans les situations de surprise stratégique. C'est-à-dire que ça évoque le cas où l'expert a donné ou prétend avoir donné la bonne information, mais celle-ci a été ignorée par le décideur. Je vous l'avais bien dit. Alors, si on se place du point de vue du décideur, cependant, la situation est quand même très compliquée. Son quotidien est fait d'avertissements dans tous les domaines. La vraie difficulté est donc pour lui ou pour elle de choisir parmi toutes ces catastrophes annoncées, chaque jour, chaque heure qui passe, laquelle il va traiter en priorité, car il ne peut bien sûr pas les traiter toutes. Et donc il va le faire sur ce qu'il juge important pour lui ou pour son institution ou pour son pays. En bref, il va le faire selon ses modèles mentaux, c'est-à-dire ses croyances et ses valeurs sur ce qu'il juge important. Il n'y a pas d'autre choix qu'exercer son jugement face à 50 annonces de catastrophes possibles chaque jour, catastrophes imminentes à tout moment. Il n'existe aucun moyen objectif de choisir, car nous sommes dans le domaine de l'incertitude, c'est-à-dire de l'inédit, pour lequel il n'existe pas de données sur la base desquelles calculer ce qu'il faudrait choisir en priorité. Imaginons ainsi un conseiller santé briefant le président de la République française en décembre 2019 sur un virus qui tue quelques Chinois âgés dans une province peu connue de Chine. Nous sommes en pleine grève des transports, le pays est à l'arrêt, les gilets jaunes saccagent les centres-villes depuis plus d'1 an, les policiers sont épuisés, l'opposition accuse le président de fascisme ou de laxisme, c'est selon, sans parler évidemment des menaces d'attentats. Enfin bref, temps d'urgence, il faut bien choisir. Des masques en papier dans tout ça, importance stratégique, très difficile à évaluer. Le président n'est pas le seul décideur, mais ce type de situation se retrouve à tous les niveaux des organes de décision, qu'on soit dans le gouvernement ou dans une entreprise, bien sûr. Et donc, face à l'incertitude, on va pouvoir agir sans prédire. Un événement majeur comme l'épidémie de coronavirus a en effet une réalité duale. Il correspond à quelque chose de connu sur de nombreux plans. Les épidémies sont avec nous depuis la nuit des temps. Nous savons ce qu'est un virus et comment il se transmet, etc. Mais son émergence relève de l'incertitude. Il n'est pas possible de prévoir quand la prochaine épidémie va se déclencher, ni quelle sera son ampleur. La question n'est donc pas d'essayer de les prévoir, mais plutôt de mettre en œuvre des moyens pour les détecter et les traiter rapidement. Alors en reprenant la définition de Paul Saffo, l'expert peut donner à l'avance aux décideurs suffisamment d'informations pour permettre une décision, même si la prédiction n'est pas possible. En effet, pour agir préventivement, on n'a pas besoin de savoir exactement ce qui va se passer et quand. Si on craint une épidémie, on peut développer les centres de surveillance, encourager la recherche sur les tests et les vaccins, acheter des masques, former des médecins, etc. La prévision n'est donc pas nécessaire pour pouvoir agir préventivement en incertitude. Il n'en demeure pas moins que le décideur doit faire des choix et qu'il sera ou qu'elle sera comptable de ces choix auprès des donneurs de leçons, des ralliés de la 25e heure qui, une fois le match terminé, pourront bien à leur aise dire « je vous l'avais bien dit ».